Merci, merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui. Oui, Super. Oui, après cette présentation très, je dirais, de la vie réelle, de la vie de tous les jours, aujourd'hui, je parlais de guérison, rémission. Parfois, on les voit comme un peu des questions de science-fiction, mais j'espère qu'à la fin, je vais vous montrer comment on est de plus en plus proche à cette possibilité de au moins obtenir une rémission de l'infection par le VIH. Et juste pour faire un petit point initial sur qu'est-ce qu'on appelle rémission et guérison. En fait, comme vous le savez, le VIH va infecter des cellules du système immunitaire et il va intégrer son matériel génétique dans les génomes de la cellule. Et ces cellules infectées vont alimenter la réplication virale, mais ils constituent aussi un réservoir à partir duquel le virus peut se multiplier. Et les antirétroviraux sont très efficaces, ils vont bloquer différentes étapes de la multiplication virale, mais ils ne vont pas toucher à ces cellules réservoirs. Donc, on arrête la réplication, mais on n'élimine pas la cellule infectée. En conséquence, si on interrompt le traitement antirétroviral, la multiplication virale va recommencer à peu près au même niveau à partir de ces cellules réservoirs. Avec cette problématique, les stratégies curatives cherchent aujourd'hui à cibler ces réservoirs avec deux objectifs. L'objectif idéal, c'est l'élimination complète de cellules infectées, réussir ou obtenir une guérison de l'infection par le VIH. Et vu que cet objectif semble extrêmement ambitieux, une possibilité, je dirais un objectif peut-être qu'on pourrait attendre, en tout cas à plus court terme, serait la rémission de l'infection par le VIH. Dans cet objectif, l'idée, c'est de diminuer significativement le nombre de cellules infectées pour que ces cellules infectées puissent être contrôlées par l'autre, par le système immunitaire ou d'autres barrières et qui empêchent la multiplication virale en absence de traitement antirétroviral. Aujourd'hui, on considère que pour réussir une rémission de l'infection par le VIH, il va falloir avoir euh, combinaison de stratégies ou au moins agir probablement en deux phases. La première serait de réduire le nombre de cellules infectées susceptibles de produire des virus et ensuite mettre en place des barrières efficaces qui pourraient réprimer les virus ou empêcher la multiplication du virus. Tout ça en gardant au minimum l'activation immunitaire ou l'inflammation chronique qui peut générer des conséquences et des comorbidités chez les personnes qui vivent avec le VIH. Et dans certains cas, on peut obtenir une guérison, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de prouver cette guérison de l'infection par le VIH et on dira un mot un peu plus tard. Euh, Le problème, c'est qu'on a de multiples difficultés pour mettre en place cette stratégie de rémission. C'est une espèce de course d'obstacles. Les premières, c'est les réservoirs viraux eux-mêmes. Donc, le VIH infecte des cellules de l'immunité. Ces cellules sont différentes, elles sont partout dans l'organisme, et ces qualités vont être aussi différentes en fonction dans quel tissu, dans quel organe on va trouver ces cellules. Et en plus, ce sont des cellules de la réponse immunitaire. Ces cellules sont programmées pour pouvoir circuler dans l'organisme, mais aussi sont programmées pour durer, ce qui explique l'effet que les réservoirs viraux vont persister dans le temps malgré des années, même des décennies de traitements antirétroviraux. Une autre difficulté, c'est que lors de l'infection aiguë, la diversité virale est très faible, donc le système immunitaire pourrait faire face à un nombre, à un groupe homogène de virus, mais très rapidement, le VIH peut se diversifier et en quelques semaines uniquement, on va trouver une diversité telle que ça rend la tâche du système immunitaire extrêmement compliquée. Et l'autre question, c'est que le VIH peut, quand il va établir l'infection, on peut le trouver dans une forme active,
donc qui va produire des facteurs viraux et des particules virales éventuellement, mais aussi peut exister dans une forme latente et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de pouvoir identifier un virus, une cellule porteuse d'un virus latent et de même façon que pour nous, ces cellules infectées porteuses d'un virus latent restent invisibles pour le système immunitaire. Et en parlant de système immunitaire, on a aussi des difficultés à ce niveau-là, parce que les mêmes cellules qui servent contre d'autres infections comme cellules de surveillance pour identifier la menace, la présence de pathogènes, et dans notre cas des particules virales, et qui vont amener des fragments de virus aux organes lymphoïdes pour éduquer la réponse immunitaire. Dans les cas du VIH, ces cellules vont agir comme une espèce de cheval de Troie et ils vont amener directement les virus dans les organes lymphoïdes où le virus va trouver le milieu idéal pour se multiplier. Il va provoquer une activation très forte, une cascade de cytokines qui va même augmenter le nombre de cibles qui va permettre ou qui va alimenter davantage la réplication virale dans ces organes lymphoïdes. Et cela a différentes conséquences. La première, c'est que ces organes lymphoïdes vont avoir une inflammation excessive et avec le temps, une fibrose et un endommagement de son structure. Cela implique aussi que les réponses immunitaires ne vont pas recevoir la bonne éducation parce qu'ils vont être immédiatement face à une quantité trop importante d'antigènes virales avant d'avoir pu suivre des étapes de maturation. Et cela implique que ces réponses immunitaires vont être pas capables de contrôler efficacement la réplication virale. Et le virus va accumuler des mutations d'échappement pour échapper à ces réponses immunitaires et finalement les cellules immunitaires qui sont dressées contre le VIH vont s'épuiser, incapables de faire face à cette virémie non contrôlée et cela va générer ce cercle vicieux qu'on connaît très bien en absence de traitement antirétroviral. Donc, malgré tous ces obstacles, il y a des stratégies qui visent à cibler les cellules de réservoir avec différents objectifs. Les premières, c'est d'éliminer les cellules infectées en augmentant la mort cellulaire associée à la réplication virale. Ça peut passer par la réactivation des virus latents pour que ces virus puissent, par des activités cytotoxiques, éliminer la cellule infectée directement, le système immunitaire puisse le faire. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui visent à augmenter l'activité cytotoxique des cellules, même en utilisant des antirétroviraux ou certaines caractéristiques des antirétroviraux d'ancienne génération. Il y a d'autres stratégies qui visent à cibler la cellule infectée, mais plutôt en regardant des caractéristiques de la cellule. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un marqueur qui nous permet d'identifier quelle est la cellule porteuse du VIH, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on connaît mieux certaines caractéristiques cellulaires qui sont nécessaires pour l'établissement de l'infection. Et donc, nous et d'autres étudions des possibilités de cibler ces caractéristiques spécifiques nécessaires au virus pour se répliquer, pour éliminer d'une façon plus ou moins sélective les cellules porteuses du VIH. Il y a d'autres stratégies qui cherchent à renforcer le sommeil ou la latence virale. Donc, si le virus peut être dans une forme latente, on peut penser que peut-être on peut réussir à pérenniser ces formes de latence. Donc, le virus pourrait rester là, mais sans jamais pouvoir se transcrire. Une difficulté, c'est savoir comment des pérennes peut être cet état de latence et comment on peut s'assurer que la transcription virale ne va pas se produire en absence de toute intervention thérapeutique. Et il y a d'autres stratégies qui utilisent des stratégies de thérapie génique et qui utilisent des décisions moléculaires pour essayer de soit complètement découper les virus, les provirus du matériel génétique de la cellule, soit induire un nombre de mutations suffisant pour
empêcher à ces virus de pouvoir se répliquer. Toutes ces stratégies, de toute façon, sont dans une étape assez précoce de développement, et à part les toutes premières qui visent à réactiver le virus ou à augmenter la cytotoxicité de la réplication virale, pour laquelle il y a un certain nombre d'essais cliniques en cours. Pour le reste, ça reste dans une phase d'analyse préclinique ou dans des étapes des essais cliniques de phase 1 pour regarder la toxicité des approches. Ensuite, il y a des stratégies qui vont viser à renforcer les barrières de l'autre. Une des premières stratégies qui était analysée, c'est la capacité, en utilisant la thérapie génique, aussi à induire une résistance à l'infection. Et ça peut passer, par exemple, pour essayer de modifier génétiquement la molécule CCR5, qui est un des corécepteurs du VIH, le corécepteur principal du virus. Et on sait qu'il y a des personnes qui portent une mutation CCR5, dite CCR5 delta 32, qui empêche l'expression de la molécule CCR5 à la surface de la cellule. Ces personnes sont naturellement résistantes à la plupart des choses virales qui vont circuler, et sont en bonne santé. Cette mutation ne semble pas avoir un effet majeur dans leur vie quotidienne. Et donc, il y a des stratégies de thérapie génique qui essayent de voir si on peut induire ce même type de mutation chez des personnes qui ne l'apportent pas. Et pour l'instant, les résultats montrent une taux de transformation des cellules qui est insuffisant pour avoir un impact majeur sur le réservoir viral. Et d'autres stratégies visent en utilisant des immunothérapie, en partant des cellules qui avaient reçu une mauvaise éducation, les transformer dans des cellules extrêmement capables contre le VIH. Ça peut passer par des vaccins thérapeutiques, pour l'instant, sans beaucoup de succès, malheureusement, ou des thérapies cellulaires où on cherche à prendre les cellules d'une personne qui va avec le VIH et qui est sous traitement rétroviral, les transformer ex vivo dans le laboratoire et les réinfuser avec de nouvelles propriétés qui pourraient les permettre de contrôler le virus après une interruption du traitement. Et ensuite, il y a des anticorps monoclonaux neutralisants à large spectre, qui sont des anticorps qui ont une capacité extraordinaire à neutraliser les VIH, mais qui sont capables aussi de générer d'autres types d'activités. Par exemple, il peut faciliter l'élimination des cellules infectées en interagissant en même temps avec des cellules cytotoxiques et les cellules infectées. Et ces anticorps neutralisants à large spectre ont été proposés d'avoir des activités pseudo-vaccinales, donc en interaction avec des fragments du VIH, pourrait stimuler la génération de réponses immunitaires autologues un peu plus efficaces. Donc, il y a de nombreuses stratégies, mais on peut s'inspirer un peu de quelques personnes qui vivent avec les VIH, mais sans traitement antirétroviral, pour savoir à quoi peut ressembler la rémission de l'infection par le VIH, une possible guérison, et aussi identifier des mécanismes peut-être qui pourraient être les plus performants, parce qu'on a été capable de l'identifier in vivo chez cette personne. Donc, évidemment, les cas les plus connus aujourd'hui, c'est les cas de ces quelques personnes qui semblent avoir réussi ou avoir obtenu une guérison de l'infection par le VIH après avoir reçu une greffe de moelle. Il s'agit du patient de Berlin, des patients de Londres, du Düsseldorf, etc. Et donc, ces personnes, grâce à la greffe de moelle, ils peuvent peut-être avoir réussi une élimination complète des cellules porteuses de VIH. Donc, cette guérison pourrait être permanente. Mais il y a d'autres personnes où, c'est ces personnes qui ont reçu la greffe de moelle, le virus n'est plus détectable par aucun moyen qu'on dispose aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui sans avoir eu besoin à ce type d'intervention extrêmement complexe et avec de nombreuses complications. Il y a d'autres personnes qui peuvent contrôler l'infection virale sans traitement antirétroviral. Il s'agit
des contrôleurs du VIH. Et c'est des personnes qui n'ont pas besoin de traitement antirétroviral, même si le virus est toujours là pour contrôler l'infection. Dans certains cas, il s'agit de personnes qui ont réussi à maintenir les contrôles après avoir fait une interruption du traitement antirétroviral. Donc, quand on fait une interruption du traitement antirétroviral, le virus va réapparaître en général dans les 4 semaines, en moyenne après 2 ou 3 semaines après l'interruption du traitement. Mais dans certains cas, ce rebond est très retardé. Dans d'autres cas, le virus reste contrôlé pendant de longues périodes de temps. Il s'agit de cette rémission de l'infection par le VIH de laquelle on parlait tout à l'heure. Le virus peut être présent, mais contrôlé par des mécanismes de l'autre. Malheureusement, dans certains cas, les contrôles sont transitoires et le virus peut réapparaître au bout de quelques années de contrôle. Mais dans d'autres cas, les contrôles sont tellement permanents, tellement performants qu'on peut aujourd'hui voir des gens qui contrôlent très efficacement le virus depuis plus de 20 ans. Et dans certains cas, ce type de contrôle, ce type de rémission se rapproche beaucoup de ce qu'on pourrait considérer une guérison. Et probablement cet état de rémission est aussi permanent chez quelques personnes. Pour parler un peu de ces greffes de moelle qui sont régulièrement aujourd'hui, et ça c'est assez extraordinaire, présentées dans des conférences ou dans des articles. Pourquoi ces greffes de moelle peuvent fonctionner? En fait, lors d'une greffe de moelle, on va proposer la greffe de moelle uniquement à des personnes qui développent un cancer des seins. Et l'idée de ces greffes de moelle, c'est de remplacer les cellules du système immunitaire qui sont en train de proliférer de façon anormale par les cellules du système immunitaire issues des cellules souches d'un donneur et que donc les cellules sont complètement saines. Et suite à la personne qui va recevoir la greffe va recevoir un conditionnement pour éliminer au maximum le nombre de cellules malades. Et ensuite, quand il y a la greffe de moelle, les cellules du donneur vont aussi progressivement remplacer les cellules immunitaires du patient et parfois faire des réactions de greffons contre l'autre pour éliminer certaines cellules du patient qui resteraient toujours présentes dans l'organisme. Dans le cas d'un patient, d'une personne qui va avec le VIH, ces réactions de greffons contre l'autre, en fait, vont se transformer en réaction de greffons contre le VIH. Les cellules porteuses du VIH sont les mêmes cellules qui sont remplacées par le système immunitaire. Et si la greffe fonctionne, euh, si la greffe fonctionne correctement, la plupart des cellules porteuses de VIH seront finalement remplacées par les cellules du donneur. Dans des conditions idéales, ça impliquerait l'élimination complète de toutes les cellules porteuses du VIH. Et donc, on pensait au tout début de l'application de ces greffes de moelle chez les personnes qui vivent avec le VIH que la greffe de moelle pourrait entraîner automatiquement une guérison complète de l'infection par le VIH. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de cas où le virus est réapparu même après la greffe de moelle. Et donc, sauf au tout début, dans quelques cas, ou des hématologues, dans le cas de Timothy Brown, par exemple, les hématologues ont eu l'idée de chercher un donneur pour cette greffe de moelle qui portait cette fameuse mutation CSR5 delta 32 dont on a parlé tout à l'heure, et qui rend les cellules résistantes naturellement à l'infection par le VIH. Donc, dans dans ces cas-là, les cellules du patient sont remplacées par les cellules du donneur et qui sont réduites résistantes à l'infection par le VIH. Et donc, à l'issue de la greffe de moelle, s'il restait quelques cellules infectées, la production de virus n'entraînerait pas une réplication virale parce que désormais, la plupart des cellules présentes dans l'organisme sont résistantes à l'infection. Et dans ce cadre-là, il y a eu la description de 5 personnes aujourd'hui, probablement guéries après avoir reçu une greffe de moelle porteuse de la mutation CSR5 delta 32. Mais il y a aussi le cas du patient de Genève que nous-mêmes on a décrit avec les équipes de Genève et donc publié la semaine dernière, d'une personne qui semble, qui est en rémission durable maintenant presque 3 ans après avoir interrompu un traitement antirétroviral, malgré avoir reçu
uniquement une greffe de moelle issue d'un donneur qui n'avait pas la mutation Delta 32. Donc, peut-être dans certains cas, finalement, cette greffe de moelle peut amener vers une rémission durable, une guérison de l'infection par le VIH. Cependant, la greffe de moelle n'est pas une approche qui va être proposée à tout le monde. C'est une approche extrêmement compliquée avec des risques majeurs. Donc, nous, dans le contexte de l'accord iSystem, on était capable d'analyser rétrospectivement les cas d'une quarantaine de personnes avec VIH qui ont reçu une greffe de moelle. Et comme pour d'autres personnes avec VIH, cette approche a été associée avec une mortalité très élevée en bonne partie à cause d'une rechute de cancer des sang, mais aussi par d'autres types de complications. Et les personnes qui ont reçu une greffe de moelle peuvent témoigner que ce n'est pas une approche qu'il préconiserait à d'autres personnes avec le VIH. Donc, une approche qui ne sera pas applicable à large échelle dans tous les cas, mais qui nous permet de montrer et maintenant de façon assez consistante qu'il y a une approche médicale capable de produire une rémission durable de l'infection par le VIH. Et donc, dès qu'il y a cette reproducibilité, ça nous amène à chercher de nouvelles pistes pour pouvoir réussir avec des approches moins agressives. Et donc, est-ce que c'est possible d'obtenir une rémission d'infection par le VIH sans passer par une greffe de moelle? Et donc, la réponse peut être dans quelques personnes un peu particulières et qui sont capables de contrôler l'infection par le VIH sans avoir reçu de traitement antirétroviral, comme je disais tout à l'heure. C'est des rares cas et il peut avoir, de toute façon, on sait aujourd'hui, il y a de nombreux facteurs comme des facteurs viraux, le sexe, l'âge, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux ou de la vie quotidienne ou la présence d'autres problématiques de santé qui peut influencer comment le virus va progresser après l'infection. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on connaît les cas des contrôleurs naturels, donc des personnes qui sont capables spontanément de contrôler l'infection par le VIH, et les contrôleurs après arrêt du traitement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des personnes qui, malgré le fait d'avoir eu besoin d'un traitement antirétroviral pour contrer l'infection, on était capable de maintenir le virus indétectable pendant de longues périodes de temps après avoir interrompu ce traitement antirétroviral. Donc, les contrôleurs naturels sont rares, c'est moins de 0,5% de la population de personnes qui vivent avec le VIH. Et les contrôleurs après arrêt du traitement sont aussi rares, mais c'est un phénotype qui semble être favorisé par les traitements précoces. Et on estime à peu près à 6% de personnes qui ont reçu un traitement très précoce dans les premières semaines qui suivent l'affection et qui peut devenir des contrôleurs après arrêt du traitement. On a eu la chance, nous et d'autres, d'étudier ce type de cas et il peut nous apprendre un certain nombre de choses. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous a aidé à étudier les contrôleurs, ça nous a aidé à identifier des caractéristiques des cellules de l'immunité qui sont associées avec un meilleur contrôle de l'infection. Chez les contrôleurs, on va trouver des cellules TCD8 qui ont une activité antivirale optimale, donc elles sont capables d'identifier et éliminer très rapidement les cellules infectées, sont capables de survivre ces cellules à très longtemps, d'être capables de se multiplier. Et en fait, on a observé que ces cellules de contrôleurs diffèrent des cellules qu'on va trouver chez d'autres personnes, et c'est là depuis les premières semaines qui suivent l'infection. Donc, cela nous a permis d'identifier des différences au niveau du programme moléculaire entre les réponses immunitaires optimales des contrôleurs et chez d'autres personnes qui vivent avec le VIH. On a pu aussi observer que les contrôleurs, aussi bien les contrôleurs naturels que les contrôleurs après arrêt du traitement, ont une fréquence de cellules infectées qui est moins importante que d'autres personnes qui vivent avec le VIH sous traitement antirétroviral, y inclut des personnes qui sont traitées depuis la primo-infection. Donc, il y a quelque chose qui continue à faire diminuer le réservoir viral chez ces contrôleurs du VIH, et cela semble être associé à la réponse immunitaire. Et on connaît aujourd'hui, on a pu mettre en évidence comment chez certains contrôleurs, le réservoir viral va être diminué, on va diminuer progressivement,
Et les cellules, en particulier les cellules capables de produire des virus réplicatifs, capables de produire d'antigènes viraux, vont être éliminées en préférence. Et finalement, il y a quelques cellules infectées qui restent, mais c'est des cellules qui portent du virus dans des régions du génome et qui sont de difficile accès et qui vont être rarement activées. On sait qu'il pourrait expliquer comment cette indétectabilité à long terme se maintient. Et, on a pu aussi observer différents comportements ou différentes évolutions des personnes qui contrôlent l'infection. La plupart des contrôleurs naturels ou contrôleurs post-traitement ne montrent pas de signes de progression de l'infection, en particulier ceux qui maintiennent une virémie parfaitement indétectable pendant de longues périodes de temps. Et ces personnes ne montrent pas une augmentation de risque de comorbidité clinique, en tout cas par rapport à d'autres personnes qui vivent avec les VIH et qui prennent des antirétroviraux. Par contre, il y a quelques contrôleurs qui vont expérimenter et quelques complications, et c'est en général des personnes qui ont un contrôle qui n'est pas parfait, donc qui ont une virémie à très faible niveau ou des blips répétés pendant les suivis. Et chez ces personnes, on va observer comment il y a une petite perte de cellules CD4, une augmente de l'épuisement de la système immunitaire et progressivement un risque du contrôle viral et une inflammation chronique augmentée qui peut entraîner une augmentation des comorbidités. Et donc, chez ces personnes, malgré les contrôles viraux, il est préconisé que le traitement antirétroviral soit initié. Donc, cela nous montre que le contrôle viral, la rémission est possible, mais qu'il y a des risques si le contrôle n'est pas parfait. On peut comprendre aussi, on peut essayer de les interroger pour voir comment ils vont percevoir leur qualité de vie. Donc, quand on peut comparer les ressentis de qualité de vie chez des personnes qui contrôlent naturellement l'infection et d'autres personnes qui vivent avec le VIH. Donc, les contrôleurs vont reporter qu'ils ne ressentent pas trop de questions ou de problèmes de santé au niveau des symptômes, mais ils vont euh, aussi raconter des niveaux des soucis de santé mentale peut-être un peu plus élevés, et en particulier au niveau des questionnements sur qu'est-ce qui peut se passer dans le futur, est-ce qu'il va garder mon contrôle, est-ce que je vais perdre ce contrôle de l'infection. Et si bien beaucoup de contrôleurs racontent que leur vie maintenant est parfaitement normale, qu'ils ne s'inquiètent plus de VIH, que c'est quelque chose qui s'est presque oublié, d'autres montrent signes d'angoisse sur le futur, certains dans leurs relations sociales parce qu'ils se sentent un peu isolés par rapport à leur groupe social auquel ils s'appartenaient, et ils se sentent parfois aussi négligés un peu par les cliniciens qui considèrent que comme ils contrôlent, ils n'ont pas de problème du VIH, lié au VIH, et que c'est difficile de se faire écouter. Donc tout ça, c'est je pense, un aperçu privilégié sur ce qui peut représenter une vie avec le VIH, mais sans traitement antirétroviral. Il faut apprendre de tous ces que ces contrôleurs racontent pour pouvoir adapter nos outils de prise en charge. Et finalement, dans quelques cas, ce natural controller ou contrôleur après arrêt de traitement maintient la virémie indétectable pendant des décennies. On ne voit pas de réplication virale résiduale, même quand on utilise les techniques ultrasensibles, on ne voit pas d'évolution virale. D'ailleurs, on n'arrive pas à détecter des virus réplicatifs, encore une fois, par les moyens disponibles aujourd'hui. Il n'y a pas de changement dans leur niveau de taux de CD4, réponse immunitaire qui est sans. Dans certains cas, on commence à voir une disparition des ventes dans les immunoblots, dans les tests rapides de dépistage. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'on peut considérer ces personnes comme guéries de l'infection par le VIH ou pas encore? Et donc, comment on peut transférer tout ça
de l'observation dans la clinique. Donc aujourd'hui, on connaît mieux les réponses immunitaires qui pourraient être associées à un contrôle. On a des marqueurs phénotypiques pour ces contrôles, ces cellules de haute qualité. On a des tests fonctionnels qui nous permettent, dans des cadres d'essais cliniques, de contrôler la présence de ces cellules. Si ces réponses immunitaires optimales ont pu être induites par des approches thérapeutiques. On a pu identifier grâce à eux qu'il existe probablement une fenêtre d'opportunité pour traiter l'infection dans les premières semaines qui suivent l'infection, qui pourrait favoriser les contrôles après interruption du traitement. Malheureusement, ces fenêtres semblent tout petites. Au bout de quelques semaines, le réservoir est largement établi, les dysfonctionnements de réponse immunitaire sont déjà tellement importants que les avantages du traitement précoce, en tout cas en ce qui concerne la possibilité de contrôler les virus après une interruption du traitement, semblent se perdre. Donc, on a pu étudier les contrôleurs naturels, les post-treatment contrôleurs ici en France. Cela nous a permis de mettre en place d'ailleurs il y a 12 essais cliniques et des études précliniques pour essayer de reproduire ces comportements. Et juste pour finaliser, quand on met des essais cliniques curatifs en place, on n'a pas aujourd'hui, on peut regarder si on a induit quelques réponses immunitaires optimales, mais on ne sait pas quelle va être leur réelle capacité. On a des méthodes très performantes pour mesurer les réservoirs, mais les réservoirs sont très divers, comme on l'a dit au début de la présentation. On peut les retrouver partout dans l'organisme. Certains sont complètement occultes, on ne les connaît pas vraiment bien. Et d'autres sont performants, mais ils vont se limiter à une fraction minimale de réservoir viral. Donc, on peut regarder des petits changements au niveau du réservoir, mais on ne connaît pas ce qu'une stratégie curative peut avoir au niveau de l'individu. Et donc, la seule façon de pouvoir analyser l'efficacité d'un traitement curatif, c'est par des interruptions du traitement. Et c'est pour ça que les essais curatifs impliquent une interruption du traitement, ce qui a des enjeux importants parce qu'on va proposer des interruptions de traitement à des gens qui prennent un traitement antirétroviral pendant généralement de longues années, qui ont bien compris ou pas, comme on a vu dans des présentations précédentes, que rester indétectable implique ne pas transmettre l'infection. Et donc, lors des interruptions de traitement, on a un risque de rebond qui est assez probable dans cette première phase des essais cliniques et qui vise une rémission de l'infection par le VIH. Mais c'est extrêmement important qu'on puisse suivre ces rebonds viraux. En fait, dans des études qu'on a pu faire, je vous montre ici un exemple d'un rebond viral qui est très similaire. C'est tout cas où il y a eu un rebond viral au bout de quelques semaines exactement similaire, mais vous pouvez voir comment après, en quelques semaines, les comportements au niveau de la réplication virale a été très différent. Dans un cas, les rebonds viraux commencent à être contrôlés, mais finalement, l'organisme n'est pas capable de contrôler le virus. Et dans l'autre cas, les contrôles viraux se poursuivent. C'est une espèce de cycle d'interaction entre la réponse immunitaire et le réservoir viral jusqu'à un moment où le virus devient indétectable. Et en fait, dans les deux cas, l'évolution de la réponse immunitaire a été très différente. Vous pouvez voir la virémie en bleu et donc l'activité de ces cellules CD8 dont on a parlé tout à l'heure. Dans les premiers cas où il y a les contrôles, on voit une induction de ces cellules CD8, une activité antivirale extrêmement forte qui va se maintenir tout au long du suivi jusqu'à arriver à l'indétectabilité. Et dans l'autre cas, la réponse immunitaire augmente son activité antivirale. Pardon, je l'ai exprimé à l'envers. En rouge, c'est la virémie et en vert, c'est l'activité antivirale. Donc, dans les premiers cas, effectivement, il y a eu le rebond viral et après la perte du contrôle. Vous voyez comment l'activité antivirale des cellules CD8
a augmenté, mais après, elle s'est effondrée. Et suite à cet effondrement, il y a eu la perte de capacité de contrôle. Dans l'autre cas, la réponse CD8 a été augmentée, la pression se maintient et progressivement, on voit une augmentation du contrôle viral. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important qu'on puisse mener ces essais d'interruption du traitement tout en gardant un suivi très rapproché des participants. Donc, dans les cas d'essais cliniques qu'on fait avec l'ANRS, on fait des analyses de charge virale toutes les semaines. Et donc, pour finir, nous n'avons pas des outils qui nous permettent aujourd'hui d'obtenir une rémission, une guérison de l'infection par le VIH à large échelle, mais le fait qu'il y a des personnes qui sont capables de maintenir le virus complètement indétectable pendant des décennies et sans traitement rétroviral nous montre que c'est possible d'arriver là. Et aujourd'hui, grâce à l'étude des personnes qui contrôlent naturellement après interruption du traitement l'infection, on connaît mieux les dynamiques du réservoir viral et sa composition. On connaît mieux aussi des caractéristiques de la réponse immunitaire associée au contrôle et des caractéristiques même au niveau moléculaire, ce qui nous inspire de nouvelles pistes thérapeutiques. Et on peut comprendre aussi, grâce à l'interaction avec eux, quels sont les avantages, mais aussi les challenges de mener une vie avec le VIH, mais sans traitement rétroviral. Et avec ça, je voulais remercier nos nombreux collaborateurs et merci à vous pour votre attention. Et je serai ravi de répondre aux questions qui vous sont. Merci beaucoup. Déjà des questions? Merci pour, ça marche. Merci pour vraiment ces remarquables exposés qui m'a vraiment beaucoup plu. Moi, j'aurais voulu savoir si on peut donner une définition exacte du contrôleur et est-ce que dans cette définition, il y a le taux de CD4 et de CD8. Donc, je vous entendais très, très bas, mais je pense que vous avez posé la question sur la définition des contrôleurs, comment on peut les définir. Donc, nous, pour une question de recherche, on va définir les contrôleurs comme des personnes qui contrôlent l'infection au-dessus des 400 copies d'ARN plasmatique, mais en général, on va considérer les contrôleurs comme des gens qui maintiennent une charge virale indétectable. Et nous, on a mis une durée de ce contrôle d'au moins 12 mois. C'est là parce que le contrôle transitoire de l'infection par le VIH n'est pas aussi infréquent. Et par contre, on estime que des personnes qui contrôlent le virus pendant au moins 12 mois en absence de traitement antirétroviral ont des probabilités importantes, de plus de 80% de maintenir ces contrôles jusqu'à 5 ans ou au-delà. Donc, 12 mois de contrôle semble une période remarquable. Dans les définitions des contrôleurs, elles ne rentrent pas en compte les taux de CD4, les ratios CD4-CD8. Par contre, le taux de CD4 est très considéré dans les suivis des contrôleurs, parce que, comme je disais, quelques contrôleurs qui ne vont pas avoir une charge virale complètement contrôlée ou qui vont avoir des blips peut montrer un déclin dans le nombre de CD4. Dans le contexte des contrôleurs après arrêt du traitement, les ratios CD4-CD8 est regardé avec beaucoup d'intérêt parce que dans différents cohortes, y inclus dans Visconti, dans la cohorte française, on a observé que les contrôleurs après interruption du traitement ont des taux de CD4, ont des ratios CD4, CD8 très élevés, au-delà de 1,5. Donc, ils semblent avoir très bien reconstitué et les compartimentés pendant les traitements. Mais il s'agit encore des observations. Une autre réaction? Oui, Jean-Claude Tardy, ça marche là? Non. Oui, ça marche. Oui, oui.
Ok, Jean-Claude Tardy-Lyon, merci vraiment beaucoup pour ce panorama. C'était très complet, c'était vraiment super. Et, et merci d'avoir bien précisé au niveau des allogreffes de moelle osseuse que ça avait fait faire des progrès absolument indiscutables sur un plan scientifique et de mieux connaître un certain nombre de mécanismes, mais qu'on ne pourrait pas utiliser ça en clinique. J'avais rencontré il y a une douzaine d'années le premier patient dont vous avez parlé, Timothy Ray Brown, qui est un patient américain mais qui vivait en Allemagne. Et à un moment, il se promenait un petit peu comme ça dans les congrès. Et j'avais discuté avec lui et plus Géraud Hutter, qui est le médecin allemand hématologue qui lui a fait sa double allogreffe de moelle osseuse. Et il y avait notre regretté ami Marc Wenberg avec nous. Et trop souvent, j'ai entendu dire après, mais c'est plus trop un problème le VIH, maintenant on en guérit. Voilà. Et vous l'avez très bien dit, quoi. Avec une allogreffe de moelle osseuse derrière, il faut vivre quand même. Hein. Et en ce qui concerne Timothy Ray Brown, c'était un gars qui était sous trithérapie, il avait une charge virale indétectable, c'était un STR, il vivait très bien. C'est vraiment pas de chance d'avoir chopé une leucémie. Et là, il était bien avec son VIH parfaitement contrôlé, parce que j'ai ce souvenir de cette personne pour aller faire sa présentation et monter sur l'estrade dans le congrès. C'était avec deux béquilles quand même, quoi. Hein. Donc merci d'avoir bien précisé ça, parce que ça contribue après, on en guérit. Le VIH, c'est plus trop un problème, on en guérit. Donc merci beaucoup Assir d'avoir bien reprécisé ça, et surtout pour tout votre topo qui était vraiment super. Merci. Effectivement, on peut. Timothy disait ça. Je connais Adam Castillejo, qui est le patient de Londres, et surtout Romuald, le patient de Genève, et tous les deux pourraient témoigner sans problème auprès des personnes qui les rapprochent pour dire je veux une greffe de moelle pour être guéri, et ils répondent aussitôt non, non, vous ne voulez pas une greffe de moelle. Ça, c'est sûr. Par contre, effectivement, il y a des pistes de recherche importantes qui se génèrent à partir de ces cas-là, mais il faut clairement bien noter que quasiment la recherche sur le VIH dans ce type de cas, c'est opportuniste. L'objectif numéro un, c'est soigner la maladie hématologique. D'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite de vous avoir en direct. Je vais enchaîner après avec votre présentation pour parler des low-level virémia. Et on en est vraiment où au niveau des progrès sur le block and lock, quoi, parce que ça me paraît un truc vraiment intéressant. S'il y avait plus de transcription et plus de traduction, ce serait peut-être quand même pas mal. Là, on a progressé, on en est où maintenant? Oui, on a progressé très, très doucement, je dirais. Il y a des molécules qui sont en test préclinique toujours. Il a fallu beaucoup de temps pour passer des petits modèles animaux à des études chez les macaques qui sont en cours aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de molécules, mais il y a des molécules qui vont cibler justement cette transcription virale, mais pour l'empêcher. La grande question qui se pose tout le monde, c'est est-ce qu'on va être capable d'induire cet état de latence profonde de façon à pouvoir se passer de toute intervention thérapeutique dans les futurs. Moi, c'est une stratégie que j'ai toujours particulièrement affectionnée, parce que quand on regarde les contrôleurs, que ce soit les contrôleurs naturels que les contrôleurs après interruption du traitement, ceux qui vont mieux sont les personnes qui semblent faire justement un block and lock. Donc peut-être il y a des caractéristiques de la réponse immunitaire qu'on n'a pas encore bien connues et qui vont renforcer aussi cette latence. Donc peut-être pas. Il y a des études de l'équipe, notamment de Guido Silvestri, qui ont pris un peu des vieilles études de Jay Levy d'il y a une trentaine d'années, et qui suggèrent que les cellules CD8 ne vont pas uniquement avoir une activité cytotoxique classique pour éliminer les cellules infectées, mais qui peut même
pendant la phase de traitement antirétroviral, d'avoir une activité anti-transcription au pro-latence. Donc, dans certains cas, ça pourrait contribuer à renforcer l'établissement de réservoir viral, et c'est peut-être là un problème. Mais de l'autre côté, si on est capable d'identifier cette activité-là et la renforcer directement en absence de traitement antirétroviral, peut-être on pourrait mimer ce type d'activité bloc-en-loc. Et en tout cas, j'ai discuté très récemment avec Susana Valente, qui est une des pionnières de cette stratégie, sur l'opportunité d'utiliser peut-être des personnes sur lesquelles on pourrait explorer en priorité ces stratégies bloc-en-loc, justement chez des personnes qui sont sous traitement rétroviral, mais qui n'arrivent pas à contrôler parfaitement la réplication virale. Donc, c'est peut-être là une première étape pour juger l'efficacité de ce type d'approche stratégique.